merci pour cette invitation qui m'est adressée par le LASPAD et qui m'honore. C'est vraiment avec beaucoup de fierté que j'interviens ici aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire. J'ai reçu le message, le mail de façon anodine et spontanément, j'ai réagi à l'appel. Évidemment, je n'ai pas été toujours disponible pour les échanges, mais comme je dis, j'avais déjà mis ça dans mon agenda et je devais tout faire pour être là. Donc, je suis là, c'est une opportunité pour moi de pouvoir m'entretenir avec à la fois les collègues du Sénégal, mais aussi les étudiants. Notre public principal, en tant qu'enseignant-chercheur, c'est d'abord les étudiants. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Bien. Il m'a été demandé d'intervenir de commun accord sur le thème de la réception par les États africains des normes multilatérales africaines. La réception par les États africains des normes multilatérales africaines. C'est une thématique que je vais développer en 4 points. Un premier point sera sur les aspects théoriques. Un deuxième point sera sur les aspects processuels. Un troisième point sera sur les aspects empiriques. Et un quatrième point sera sur quelques esquisses de résultats. Quelques esquisses de résultats. Cela dit, pour ceux qui voudraient avoir davantage de connaissances autour de cette thématique-là, c'est le résultat de quelques recherches, de 2 recherches que j'ai eu à mener sur ce terrain-là. Une première recherche, c'était en 2017, entre 2015 et 2017, sur les questions environnementales. C'est un article qui a été publié à la revue Vertigo, la revue canadienne de l'environnement. Le titre exact, c'était l'expertise gouvernementale saisie, la croissance gouvernementale saisie par l'expertise des organisations de la société civile de défense des forêts. Et une seconde recherche qui a été menée un peu plus récemment, c'était autour des années 2019, 2020, 2021, sur les politiques communes de l'enseignement supérieur et la question de la professionnalisation, à la fois en Afrique, au niveau multilatéral et au Cameroun. Donc, c'est vraiment deux terrains qui m'ont permis d'avoir une connaissance assez précise, mais pas exhaustive, sur cette question du multilatéralisme africain. D'entrée, concernant les aspects théoriques, je vais faire des précisions qui consistent à limiter le champ de cet exposé, parce que la question du multilatéralisme est vaste. En sciences politiques seulement, il peut être traité en relations internationales, il peut être traité en sociologie politique, il peut être traité en politique publique, et même en anthropologie politique de plus en plus. Moi particulièrement, je l'envisage à l'intersection des relations internationales et des politiques publiques, ce qui donne un peu le sous-champ à la mode qu'on appelle aujourd'hui les politiques publiques internationales. Donc c'est véritablement l'international en action qui m'intéresse. Non pas l'international en action au sens de la politique internationale, même si je reste attaché sur ces questions de dynamique d'ordre international. Mais beaucoup plus l'international en action au sens
ou bien dans la logique de la production du sens. Cela dit, lorsque j'envisage le multilatéralisme, c'est certes en m'appuyant sur les classiques internationaux ou bien internationalistes que sont David Mitrani et N. Haas, qui sont les internationalistes qui se sont intéressés de façon pionnière à la question du multilatéralisme à travers des approches théoriques reconnues qu'on a qualifiées de fonctionnalisme et de néo-fonctionnalisme des relations internationales. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué parce qu'on envisage davantage le constructivisme dans les relations internationales, mais c'est principalement ces pionniers-là qui peuvent être mobilisés ici pour comprendre ce qu'on a, pour comprendre le sens du multilatéralisme. Et en termes de sens, derrière l'idée du multilatéralisme, c'est principalement cette capacité qu'ont les États à se mettre ensemble pour résoudre des problèmes qu'ils n'auraient pas pu résoudre tout seuls. Dans la science des relations internationales, cela intervient dans la perspective libérale, qui est un peu l'antagonisme de la perspective réaliste, parce que la perspective réaliste est principalement accrochée aux thématiques telles que la guerre, la puissance, l'intérêt national. Et donc, la perspective multilatérale qui ouvre un peu les relations internationales au libéralisme est venue ici montrer la possibilité qu'il y a ou bien qu'on peut observer sur la scène internationale de l'existence d'une certaine stabilité. Le multilatéralisme est donc lié aux enjeux de stabilité, pas aux enjeux de paix, non, mais aux enjeux de stabilité, parce que derrière l'idée du multilatéralisme, c'est la perspective de se mettre ensemble pour pouvoir résoudre ou bien prendre en charge des questions ou bien des difficultés qu'on n'aurait pas pu prendre tout seul, ou bien qu'un État n'aurait pas pu gérer tout seul. Eh bien, ça, c'est l'approche fonctionnaliste des relations internationales qui nous situe dans cette perspective-là, dans la mesure où la diversification des acteurs internationaux, au sens où ce n'est plus seulement l'État qui est l'acteur des relations internationales, même s'il reste l'acteur majeur, il y a la possibilité d'avoir d'autres acteurs. Et cela s'est observé dans le cadre conflictuel avec la mise en place de la Société des Nations et un peu plus avant avec la mise en place de l'Organisation internationale de la télégraphie. C'était la première institution internationale à être mise en place, donc c'était la première instance multilatérale à exister. Et donc, parce qu'ici, il fallait que les États puissent résoudre ou bien réguler les enjeux de communication. Et la télégraphie était ici le domaine pionnier qui permettait aux États d'entrer en contact et qui a précédé tout ce qui va se développer après en termes de moyens médiatiques et autres. Donc, l'idée ici est fonctionnelle. Mais derrière cette idée fonctionnelle-là, les réalistes des relations internationales vont surgir et vont essayer de montrer que bien qu'il y ait cette possibilité de stabilité ou bien de stabilisation de la politique internationale, là, cela n'exclut pas qu'il y ait des enjeux d'intérêt national derrière le multilatéralisme. Comme pour dire que la mise en place des institutions internationales n'est pas exempte de la poursuite des intérêts nationaux autant pour moi par les États. Cela peut s'inscrire dans la logique de l'appropriation des institutions internationales par des États
qui peuvent soit être des États puissants, soit être des États faibles. On peut l'observer aujourd'hui à travers plusieurs institutions internationales où les États puissants s'arrogent euh, des capacités d'instrumentalisation de ces institutions internationales. Mais aussi certaines institutions internationales ou même les États moins puissants, ce qu'on appelle États faibles, parviennent à retrouver, bien à poursuivre leurs intérêts à travers leurs interventions au sein de ces instances internationales. Mais néanmoins, ce qu'il convient de retenir derrière cette tentative de limitation euh, de l'institution multilatérale ou bien du multilatéralisme, euh, c'est que la politique internationale n'est pas faite que de conflictualité ou bien d'affrontement, même si désormais on s'affronte au sein des institutions multilatérales. Mais le fait déjà de se retrouver ensemble et d'envisager de progresser vers la résolution de certaines difficultés ou bien de certains enjeux montre que il y a bien une possibilité de normer la vie internationale. Donc, c'est un peu le postulat de base. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on norme la vie internationale, comment est-ce qu'on norme la politique internationale. On se souvient bien que on dit les États n'ont pas de maître. Les États. Monsieur Yanou, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Je pense qu'il y a un problème de connexion au niveau de l'intervenant. Monsieur Yanou, vous êtes toujours là? Problème de connexion. Oui, je suis là. Ok, ça. Problème de connexion, c'est que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc, je disais, c'est un peu la subtilité qu'il y a à aller au-delà de cette perspective multilatérale internationaliste. Il faut bien comprendre les modalités d'action des institutions internationales. Et c'est ici que l'analyse en termes de politique publique intervient, parce que on va plus s'intéresser à ce qui est produit comme norme par les institutions internationales, à comment ces normes-là sont produites et comment ces normes-là sont réceptionnées euh, au sein des États, notamment les États membres qui constituent l'institution multilatérale elle-même. Toujours dans la dimension théorique, on a tendance à dire que les institutions multilatérales sont créées par les États, mais une fois que l'institution multilatérale est créée, elle semble s'autonomiser de la volonté des États. C'est dans cette perspective-là que les institutions multilatérales vont agir de façon contraignante sur les États parce qu'elles se constituent une identité différente de celle de ces États membres. Et donc, ce n'est que à travers cela que finalement, elles peuvent exister. Et on va se rendre compte ici que dans cette volonté d'existence-là, il va se développer un ensemble de pratiques, un ensemble de règles, un ensemble de codes et un ensemble de symboles dans différents secteurs internationaux. C'est je dirais, c'est cette panoplie d'éléments-là, d'éléments hétérogènes, tant au sens de leur nature qu'au sens de leur constitution, que va finalement se développer ce que James Rosno
autant pour moi, à qualifier de régime international. On ne peut pas comprendre le multilatéralisme si on ne comprend pas la notion de régime international. L'idée de régime international, c'est la capacité au plan international à mettre en place un ensemble de règles qui vont servir de repère pour l'action des États sur la scène internationale. Et donc ici, les institutions internationales vont participer de la production de régimes internationaux. Et on aura autant de régimes internationaux que d'institutions internationales. Où vous voulez, on aura autant de régimes internationaux que de problèmes internationaux. On aura un régime international lié à l'environnement, on aura un régime international lié à la migration internationale, on aura un régime international lié à la traite des enfants, on aura un régime international lié à la guerre, à la paix, on aura un régime international lié au trafic de drogue, etc. Donc, autant de problèmes qu'on peut rencontrer sur la scène internationale, les institutions internationales qui se créent contribuent au développement d'un régime international en rapport à ces problèmes-là. Tout comme au sein des États, en fonction des problèmes auxquels sont confrontés les États, des politiques nationales sont mises en place. Ici, j'opère une sorte de mise en corrélation entre régime international et politique internationale. Mais c'est de bonne guerre, ou bien je dirais, c'est pour simplifier, afin que les étudiants qui ne sont pas encore au même niveau de théorisation que moi ou les collègues puissent comprendre ce que j'entends par régime international. Donc, du coup, ce qu'on va appeler norme internationale, c'est ce régime international-là qui va peser sur les États. Et dans le cadre de ce développement d'institutions internationales qui sont le reflet du multilatéralisme, il y aura des institutions qui seront propres au continent africain. C'est-à-dire qu'il y a des institutions internationales globales qui regroupent l'ensemble ou bien la majorité des États du monde entier. Je prends l'institution phare qui est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Mais toutes les institutions ne sont pas globales. Il y a des institutions qui sont régionales. Et ici, donc, en termes d'institutions internationales, en termes de multilatéralisme, celui qui nous intéresse, c'est celui qui est circonscrit par le continent africain. Exemple, l'Union africaine. C'est le reflet du multilatéralisme africain. Si je prends la CEDEAO, si je prends la CEMAC, ce sont des institutions multilatérales typiquement africaines, même si on peut avoir leur pendant sur d'autres continents ou bien sur d'autres aires géographiques. Cela dit, en termes imagés, bien si je veux dire en termes de données empiriques, voilà une institution internationale. Au plan global, c'est l'ONU, c'est l'OMC. Au plan régional de l'Afrique, c'est l'Union africaine, c'est la CEDEAO, c'est la CEMAC, c'est la SADC. C'est l'ensemble des institutions qui sont créées au niveau du continent africain.
Bon, ici, on peut faire une distinction rapide entre une institution régionale spécialisée et une institution régionale territorialisée. C'est pas si pertinent que ça. Une institution régionale spécialisée, c'est une institution qui est créée pour résoudre des problèmes précis. Une institution régionale territorialisée, c'est une institution internationale qui est à vocation communautaire. L'Union africaine est une institution régionale territorialisée parce qu'elle a vocation à regrouper les États sur la base des valeurs identitaires. Ici, la valeur identitaire, c'est l'Afrique, c'est le continent. Alors qu'une institution régionale spécialisée, c'est une institution qui va être mise en place pour résoudre des problèmes spécifiques. Je prends par exemple la commission des forêts du bassin du lac Tchad. C'est une institution régionale spécialisée parce qu'elle va être spécialisée dans la gestion des forêts. Et le processus de mise en norme de l'espace international, régional, c'est lequel? C'est notamment la production des normes, ou bien la production des règles qui vont s'imposer aux États. Ici, deux variables à prendre en compte. Comment sont produites les normes et comment sont réceptionnées les normes. S'agissant de la production des normes, régionale spécifique pas que cette institution. Oui. Excusez-moi, M. Yanou. Il y a un problème avec votre... De la production. Oui, M. Yanou. Oui. Il y a des interférences avec votre micro de temps en temps. Oui, il y a des interférences. Bon. Oui, c'est bon maintenant, c'est bon maintenant. Vous pouvez poursuivre. C'est bon maintenant. Oui, donc je disais tantôt que le fait d'envisager là, ça revient. Vous m'écoutez? Là, ça revient, oui, ça revient de manière sporadique, là. Là, il y a un portable qui vibre. Non, là, on ne vous entend plus. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Vous pouvez poursuivre. C'est bon. Là, c'est bon? Là, c'est bon. Là, c'est bon, oui. Poursuivez. C'est reparti, on dirait. Là, on ne vous a plus. On dirait qu'il y a un problème technique avec l'intervenant. Il est en déplacement normalement. Là, c'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, je disais tantôt que le fait d'envisager les institutions multilatérales africaines ne signifie pas que ces institutions internationales sont coupées du monde global. Parce qu'on va se rendre compte que dans le processus de production des normes, je vais dire la majorité, mais un bon nombre de normes qui sont appliquées ou bien qui sont mobilisées par les institutions internationales africaines sont des normes qui elles-mêmes sont réceptionnées des autres institutions internationales, notamment des institutions internationales plus globales. Et donc ici, il y a un travail d'appropriation des normes internationales des normes internationales par les institutions régionales, qui n'a rien à voir avec ce que j'appelle réception par les États africains des normes multilatérales africaines. Non, nous sommes encore au niveau
des normes qui sont produites au niveau. En fait, nous sommes en train d'expliquer comment les normes sont produites par les institutions internationales africaines, mais en fait, au fond, il s'agit de normes qui sont pour elles-mêmes des normes réceptionnées réceptionnées des institutions internationales plus globales. Et ici, cela va se faire au travers de diverses conditionnalités internationales. Parce que il y a un jeu de rapport de force qu'il ne faut pas négliger dans le cadre du multilatéralisme, notamment pour ce qui est des institutions régionales. Les diplomates qui opèrent au sein de ces institutions internationales et qui représentent les États vont porter les représentations des États au sein des institutions internationales régionales et en fonction des rapports des États aux institutions internationales globales vont adopter des normes qui en réalité ne sont pas le reflet de leur politique multilatérale, mais qui au final vont devenir des normes régionales africaines. Du moins, c'est ce qui s'observe en majorité dans le cadre du multilatéralisme africain. Les normes les plus prépondérantes, les normes les plus imposées sont des normes qui sont imposées par les institutions internationales globales. J'y reviendrai au niveau des aspects empiriques quand j'évoquerai les normes empiriques, les normes environnementales et par exemple les normes éducatives. Mais ce qu'il convient de comprendre dans la deuxième entrée qui est l'aspect processuel, c'est que au niveau du multilatéralisme africain, on se retrouve avec des règles qui sont reprises dans les directives sans que finalement ces règles-là soient des règles qui sont réfléchies en fonction des enjeux régionaux ou sous-régionaux. Et ici, dans ce processus de réception multilatérale-là, qui n'est pas le processus que j'évoque lorsque je parle de la réception par les États, est davantage porté par les diplomates présents au sein de ces institutions internationales-là, qui, eux, en réalité, sont ceux qui représentent les États au sein des organisations internationales et qui donc ne poursuivent que la volonté des États qui eux-mêmes sont dans une perspective de soumission aux conditionnalités internationales. Voilà la mécanique. Donc, nos institutions régionales, je dis non parce que je suis africain, produisent des normes à travers des directives et des traités, mais qui en réalité ne sont que la reprise de normes internationales supérieures. Un peu comme on dirait que la constitution de nos États, lorsqu'elle affirme les droits de l'homme, en réalité, ne s'aligne que derrière les traités internationaux
c'est un peu ce qui s'observe au niveau des institutions internationales. Donc, il y a une reprise des valeurs internationales, des symboles internationaux et des enjeux internationaux au sein du multilatéralisme régional, qui finalement va se traduire en normes multilatérales africaines. Donc, nous entrons dans le deuxième processus, qui est le processus le plus pertinent, c'est la réception étatique de ces normes multilatérales africaines-là. Donc, les institutions internationales africaines vont produire des directives qui sont les moyens normatifs à travers lesquels elles opèrent, à travers lesquels elles se déploient au sein des États. Mais au sein des États, les secteurs qui sont récepteurs ou bien qui sont destinataires de ces normes, de ces directives-là, vont afficher une certaine résistance à l'application des normes régionales. Ce qui est logique. Dans la perspective des politiques publiques, il y a une scission entre le niveau global de l'État et le niveau sectoriel de l'État. C'est-à-dire que l'État, comme entité agissante à travers ses autorités publiques et politiques, est porteur d'une vision qui, finalement, peut se révéler être en contradiction avec une autre vision qui, elle, est sectorielle, c'est-à-dire qui est produite dans un domaine spécifique d'intervention. Comme secteur, je prends la santé. Il y a ce que un État pense du domaine de la santé, mais il y a ce qui s'applique et ce que les spécialistes de la santé développent. Donc, le processus infra ici est justement cette contradiction entre les normes régionales africaines et au sein des États, l'action sectorielle, dans la mesure où, parce que les normes régionales ou bien les normes multilatérales africaines sont des normes qui sont pour la plupart importées, vont connaître une transposition difficile ou bien une transposition rugueuse dans la mesure où le secteur où la norme est censée s'appliquer évolue sur la base d'un autre référentiel. Parce que autant les institutions internationales s'autonomisent et donc ont la capacité de capter des normes et valeurs et les imposer aux États membres, autant les États membres, à travers leur secteur, peuvent afficher une résistance dans l'application des normes internationales. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on est membre ou bien État membre d'une institution internationale, ce n'est pas parce qu'on est engagé dans une dynamique multilatérale qu'au sein des États, les secteurs d'intervention vont adhérer à l'application des normes dont l'État est partie signer d'après
ce que j'ai observé, si ce processus, cet aspect processuel-là peut être caricaturé, ici, il y a 3 niveaux d'intervention. C'est pour cela que j'ai dit au départ que en envisageant le multilatéralisme africain, je n'excluais pas le multilatéralisme global. Donc, il faut toujours prendre en compte le multilatéralisme global parce que c'est au niveau environnemental et contextuel, c'est celui qui est le plus contraignant sur les institutions régionales africaines. Comme pour dire que généralement, les institutions régionales africaines s'inscrivent dans une logique de suivisme de ces institutions internationales globales-là. Donc, il y a ce premier niveau à prendre qui est le niveau multilatéral global, il y a le niveau multilatéral régional et il y a le niveau sectoriel étatique, ou bien interne aux États. En envisageant le niveau sectoriel interne aux États, je le sépare du niveau étatique au sens de l'État acteur des relations internationales. Parce que l'État acteur des relations internationales apparaît comme un tout. Or, une fois qu'on est à l'intérieur de l'État, on se rend compte que un État peut rencontrer, ou bien rencontre, pas peu, parce que c'est général, un État rencontre des difficultés à pacifier lui-même son espace de politique interne. Donc, du coup, il y a ces 3 niveaux-là. Je serais tenté même de dire 4 niveaux, mais je me limite à 3 niveaux parce que j'inclus l'État dans la dynamique multilatérale et j'extrais le secteur de la dynamique multilatérale. J'inclus l'État dans la dynamique multilatérale parce que les diplomates qui représentent l'État sont acteurs du multilatéralisme et donc, en tant que représentants de l'État, ils sont partie prenante du multilatéralisme. Mais les secteurs, quant à eux, ne sont pas partie prenante du multilatéralisme. Les secteurs réceptionnent les engagements internationaux de l'État et donc, en fonction de comment est-ce que ces engagements internationaux doivent être harmonisés avec les enjeux sectoriels, il peut y avoir, ou bien il y a généralement une résistance. Et c'est cette résistance-là que je mets ici dans ce que j'entends par réception par les États des normes multilatérales africaines. Donc, il y a ce processus multiniveau-là qu'il est important de saisir et qu'il est important de comprendre. Au niveau empirique, ce qui va un peu nous donner des images de ce que j'expliquais, tant théoriquement que processuellement, ces 2 domaines que je vais prendre ici, notamment le domaine de l'éducation et le domaine de l'environnement. Commençons par ce dernier. Et à chaque fois, je vais parler au-delà du Cameroun parce que je ne suis pas vraiment intéressé à cette dynamique-là en dehors du Cameroun, même si j'ai étudié les institutions multilatérales. Prenons la commission du bassin, la commission des forêts de l'Afrique centrale, la COMIFAC. Alors, les organisations internationales de l'environnement, notamment ONU Forêt et autres, passent par la COMIFAC pour imposer des normes environnementales aux États membres de la COMIFAC. Je prends ici par exemple
un instrument phare qui est celui du RET, réduction des émissions de gaz à effet de serre due à la dégradation des forêts par la déforestation. Donc, c'est quoi le RET? Le RET, c'est un instrument qui consiste à compenser la préservation des forêts, à compenser financièrement la préservation des forêts du bassin du Congo, qui est, après le bassin de l'Amazonie, l'une des plus grandes réserves forestières du monde. Et il s'avère, d'après les découvertes des spécialistes des institutions internationales globales de préservation de la forêt, que c'est l'un des bassins qui concourt à la préservation ou bien à la protection de la couche d'ozone. Et donc, du coup, pour préserver davantage la couche d'ozone, il faut que les États africains réduisent leur exploitation de leurs forêts, réduisent leur exploitation de leurs forêts. Mais comme ces institutions multilatérales globales ne peuvent pas, ou bien même si elles interagissent bilatéralement avec les États, elles vont passer par une institution multilatérale régionale auquel les États africains concernés sont membres et que parce qu'ils sont membres, ils ont la contrainte de respecter les engagements de cette institution internationale. Donc, les institutions internationales globales vont passer par la COMIFAC pour vendre auprès des États les politiques de réduction des gaz à effet de serre, mais des politiques qui vont reposer sur l'exploitation réduite des forêts. Et c'est la COMIFAC qui va donc se charger ici, à travers ces directives, de produire l'ensemble normatif qui va s'imposer aux États. Mais seulement au sein des États, il y a un dilemme qui est celui du développement. En ce sens que pour la majorité des États du bassin du Congo, la forêt est une ressource au même titre que les minerais. Et donc, il faut exploiter les forêts pour avoir de la plus-value financière et pour engager des travaux ou bien des investissements de développement. Et donc, du coup, on va se retrouver dans cette dynamique processuelle que j'ai expliquée là, où la COMIFAC va prendre des normes du fait des engagements avec des organisations internationales, va les traduire sous forme de directives qui seront imposées aux États, mais au niveau sectoriel, l'industrie des travaux publics, notamment parce qu'au sein des États, il faut construire les routes, et parfois les routes, il faut traverser la forêt. Monsieur Yanou, vous nous recevez, il y a encore un problème technique de votre côté ou bien? Monsieur Yanou, vous êtes là? Il faut développer l'agriculture et que le développement de l'agriculture... Excusez-moi, monsieur Yanou, il y avait juste un petit problème technique derrière. Oui. Vous pouvez continuer. Je rappelle qu'il est 15h47. C'est bon. Oui, il me reste 3 minutes. Je disais parce qu'au sein des États,
il faut développer l'agriculture, mais que le développement de l'agriculture nécessite la destruction des forêts. Donc, du coup, il y aura une résistance du secteur de l'agriculture à pouvoir permettre à l'État de se conformer à ses engagements, ou bien de respecter ses engagements internationaux. Donc, c'est cette mécanique-là que je mets dans la réception par les États africains des normes multilatérales. En fait, c'est cette difficulté-là que je mets en valeur lorsque je parle de réception par les États africains des normes multilatérales. Dans le domaine de l'éducation, pour sortir, il y a ce qu'on a appelé le système LMD, licence, master, doctorat. Alors, une institution comme la CEMAC va prendre des directives qui va imposer le système LMD aux États. Je ne suis pas contre, j'analyse, qui va imposer le système LMD aux États, mais en imposant le système LMD aux États, va réduire la marge de manœuvre d'autonomie des États, sachant que le système LMD lui-même, il est issu du processus de Bologne. Je pense que c'est 1997 et qui s'achève en 1999. Et donc, du coup, lorsque ces directives vont arriver au sein des États, elles vont rencontrer des résistances parce que le secteur de l'éducation, notamment pour ce qui est de l'enseignement supérieur, connaît des dynamiques qui, quelquefois, n'entrent pas dans le triptyque licence, master, doctorat. Et même qui, bien qu'entrant dans le triptyque licence, master, doctorat, quelquefois envisage des innovations qui ne coïncident pas avec la pensée mise en norme par la CEMAC s'agissant de l'organisation du LMD au sein des États. Donc, voilà deux domaines où cette réception périlleuse-là des normes multilatérales africaines sont observées. En termes de résultats, pour finir, c'est que j'ai constaté qu'il y a une difficulté pour les institutions multilatérales africaines à pouvoir elles-mêmes résister à l'hégémonie des institutions internationales globales. Et c'est parce qu'il y a cette soumission des institutions régionales africaines que finalement les États ou bien les secteurs au sein des États se retrouvent en train d'appliquer des normes qui sont contraires à leur vision de développement. C'est sur cette conclusion-là que je vais sortir. Donc, il y a vraiment une asymétrie entre normes multilatérales africaines et expansion sectorielle au sein des États membres. Merci.